Pourquoi la nourriture semble si délicieuse dans les animés? La cuisine dans l'animation japonaise n'est pas seulement un régal pour les yeux, c'est aussi un outil puissant pour raconter des histoires, dépeindre des caractères et même explorer des thèmes culturels plus larges. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons chercher à découvrir comment et pourquoi la nourriture s'avère être si centrale dans les animés. Alors, préparez-vous pour un festin visuel qui fera saliver vos papilles et piquera votre curiosité. Partie 1, la signification symbolique de la nourriture dans les animés. Avant même d'évoquer la manière dont l'alimentation est mise en animation, il est important de comprendre la symbolique qui peut se cacher derrière la volonté de mettre en scène de la nourriture. Lorsqu'il est question de victuailles et toute autre pitance, les animés ne les présentent pas uniquement comme une nécessité biologique ou même un plaisir gustatif. La nourriture peut aussi avoir une signification symbolique profonde et être utilisée pour illustrer une variété de thèmes et de sentiments. Que ce soit l'amour, le conflit, le pouvoir ou bien même les souvenirs. Par exemple, quand un personnage prépare un repas pour un autre, ça peut être une démonstration d'affection. La qualité de la nourriture, les efforts pour la préparer et la réaction de celui qui la reçoit peuvent être utilisés pour illustrer la nature de leur relation. C'est par ailleurs un élément de narration qu'on retrouve dans pas mal de romances, comme Ore Monogatari, dans lequel on voit Rinko avoir le coup de foudre pour Takeo et lui offrir fréquemment des pâtisseries pour le remercier de l'avoir sauvé. Ou bien même dans Toradora, qui nous montre Taiga cuisinant pour Ryuji et vice versa. Mais comme je l'ai évoqué, la nourriture peut également être utilisée pour symboliser le conflit. Des personnages qui ont des préférences alimentaires différentes ou qui se disputent la dernière part du gâteau peuvent être utilisés pour représenter des différences plus profondes ou des conflits entre eux. Et ça, c'est exactement ce qui est représenté lorsque Luffy rencontre Teach pour la première fois. À ce moment-là, on ignore totalement qui il est et le rôle qu'il va jouer dans l'histoire. Pourtant, Oda exprime via la nourriture la dualité qui oppose les deux personnages. Une dualité qui prendra sens dans la suite de l'histoire puisque l'un représente la lumière et l'autre les ténèbres. Bref, la nourriture avant toute chose est donc un symbole qui peut être utilisé pour renforcer une mise en scène. Par exemple, un personnage riche et puissant sera souvent représenté en mangeant des plats luxueux, à l'instar de Ciel Phantom Hive de Black Butler que l'on voit fréquemment déguster des plats somptueux venant du monde entier. Et plus que de la simple mise en scène, la nourriture peut aussi jouer un rôle dans la narration. Alors, dit comme ça, on pense directement au concours de cuisine qu'on retrouve dans de nombreux animés et même dans Black Butler qu'on vient d'évoquer, mais je pensais plutôt à certains ressorts scénaristiques à l'image de la Madeleine de Proust. C'est un truc qu'on a déjà tous expérimenté et qui se retrouve tout naturellement dans plein de séries. Et d'ailleurs, c'est l'occasion parfaite pour faire un tour du côté des animés où la nourriture joue un rôle symbolique important. Dans le voyage de Chihiro, l'alimentation est un symbole puissant utilisé de plusieurs manières. Par exemple, lorsque les parents de Chihiro se transforment en cochon après avoir mangé sans s'arrêter, c'est une critique du consumérisme et de la gloutonnerie. De plus, l'onigiri qu'Haku offre à Chihiro symbolise le réconfort, l'amitié et l'aide dans des moments difficiles. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans Naruto avec les ramen. Dans le manga ou l'animé, ce bol de nouilles est plus qu'un simple plat, c'est un symbole d'amour et de reconnaissance. Naruto, souvent négligé et maltraité par les habitants du village, trouve du réconfort dans les ramen préparés par Ishiraku. C'est pourquoi on le voit souvent partager ce plat avec ses amis, montrant l'intérêt qu'il porte pour ces derniers. Par ailleurs, One Piece également utilise un procédé assez similaire avec Sanji. Alors, outre le fait qu'il devait à la base se nommer Naruto, au cours du flashback de son passé, on voit que la nourriture représente un échappatoire pour lui. De plus, le rôle de Sanji en tant que cuisinier à bord du navire est crucial, puisqu'il fournit la nourriture, symbolisant ainsi le soutien et le soin pour l'équipage. Tout ça, sans parler du fait qu'il ne refuse jamais de nourrir quelqu'un, même un ennemi, symbolisant ainsi son empathie et sa compassion. Donc, ouais, ces exemples montrent comment la nourriture peut avoir de multiples significations symboliques dans les animés, allant de la critique sociale à l'expression de l'amour et de l'amitié, en passant par la représentation de la personnalité et des valeurs d'un personnage. Cependant, ici, on parle pas de roman, mais bien de dessin, voire d'animation, et il est donc essentiel de développer tout un ensemble de techniques pour mettre en scène la cuisine. Et avant toute chose, connaissez-vous Honkai Star Rail, le tout nouveau RPG d'Oyoverse, les créateurs de Genshin Impact? Plongé à bord de l'Astral Express, vous allez devoir parcourir l'univers afin de le sauver. Actuellement, il y a plus de 20 personnages jouables, chacun avec leur propre capacité, design et histoire, vous permettant donc de parcourir chaque merveille de ce monde fantastique, mais aussi de créer l'équipe parfaite pour n'importe quelle situation. Clairement, il y a des possibilités infinies de création, avec des ennemis, des environnements, des personnages et des améliorations variées pour une stratégie vraiment personnalisée. À savoir qu'on est dans un système de combat au tour par tour, donc établir la meilleure équipe est une obligation. Et pour ça, quoi de mieux que Jing Yuan, le tout nouveau personnage 5 étoiles qui vient d'arriver. D'apparence cool et décontracté, vous allez découvrir un héros intelligent et profond qui vous poussera à explorer les secrets de ce nouveau monde. Alors
Bien évidemment, qui dit nouveau personnage dit nouvelles compétences et vous serez ravi de découvrir son ulti provoquant des dégâts de masse sur de larges zones. Bref, c'est clairement le perso qu'il vous faut dans votre équipe, alors venez jouer à Honkai Star Rail pour l'essayer par vous-même. Pour ça, vous avez juste à télécharger le jeu via mon lien en description, c'est disponible sur mobile, PC et bientôt PlayStation, et avec le code que je vous affiche à l'écran parce qu'il est impossible à prononcer, vous pouvez obtenir un bonus de 50 jade stellaire. Alors n'hésitez pas, et sur ce, on reprend avec la vidéo. Partie 2, l'art de représenter la nourriture dans les animés. Bon, c'est un truc qu'on a tous remarqué, mais dans la quasi-totalité des animés où l'on voit de la nourriture, à chaque fois, elle est étrangement représentée de manière très détaillée. Que ce soit les textures, les couleurs, la brillance ou même la vapeur qui s'échappe d'un plat, cette attention aux détails aide à rendre la nourriture plus réaliste et donc plus appétissante pour le spectateur. Par exemple, les couleurs vives et variées sont souvent utilisées pour faire ressortir un plat de son décor. L'animation des mouvements également contribue à rendre la nourriture plus appétissante. Là où dans un animé classique de cuisine, à l'instar de Food Wars, on va voir le chef découper ses aliments à toute vitesse pour montrer son talent, dans d'autres œuvres comme The Garden of Words, le rythme est plus lent pour nous laisser apprécier la beauté d'un plat. Même si, dans ce cas précis, j'aime à croire que Shinkai s'est aussi inspiré des films de Ghibli qui mettent énormément en avant la nourriture. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls éléments que l'on retrouve. On peut également évoquer l'utilisation du son avec les bruits de cuisson ou de mastication, mais aussi les réactions des personnages. Alors là, forcément, on pense directement à Food Wars, avec les réactions très dramatiques et extravagantes de ces personnages, mais le résultat est là, on comprend facilement l'intention de l'auteur. D'ailleurs, ça fait 2 fois que j'évoque Shokugeki no Soma, mais c'est loin d'être le seul animé à mettre en avant la cuisine à travers son histoire. On peut évoquer Yumero pâtissière qui suit Ichigo, une jeune fille qui rêve de devenir pâtissière. Et oui, vous ne l'auriez jamais deviné. L'anime met donc en lumière toute une variété de desserts appétissants et délicieusement illustrés. Mais également Kofuku Graffiti, centré sur Ryu, une jeune fille qui aime cuisiner et manger. Ainsi, chaque épisode met en scène des plats japonais traditionnels et d'autres recettes, toutes magnifiquement détaillées. Et je pourrais continuer encore très longtemps avec également Toriko, que vous connaissez tous, surtout que les mangas, eux aussi, sont loin d'être en reste. On a par exemple Oshinbo, l'un des premiers du genre, qui met en valeur la richesse et la diversité de la cuisine japonaise, ou encore Bambino avec ses dessins magnifiques et ultra réalistes. Alors bien évidemment, je pense également à Wakako Zake, qui malgré un dessin d'apparence très simpliste, notamment avec des chara-design proches de celui des Chibi, nous offre des plats somptueux. Mais comme je l'ai évoqué au début de cette partie, cette tendance à rendre la nourriture délicieuse ne s'applique pas qu'aux animés ou aux mangas de cuisine. On a déjà évoqué The Garden of Words, mais je suis obligé d'en reparler parce que c'est tout bonnement magnifique. Cependant, on peut également citer Terror in Resonance qui nous offre ce bol de ramen qui vient totalement contraster avec tout le reste, que ce soit par le ton de la narration qui se veut pourtant très sérieux ou même par les couleurs et les détails. Et bien évidemment, la liste est encore très longue. Sword Art Online, Anasaku Hiroa, Miss Kobayashi, Demon Slayer ou bien même My Hero Academia, tous y sont passés. Bref, c'est fascinant à observer, mais c'est d'autant plus intéressant quand on s'amuse à faire la comparaison avec l'animation produite dans d'autres pays. Alors ouais, c'est sûr que si on prend Ratatouille, il y a rien à redire, mais pour tout le reste, c'est souvent minimaliste, sans jeu de lumière, sans texture ni couleur qui ressortent, et surtout avec très peu de détails. Et en soi, il n'y a rien de mal à ça. Après tout, pourquoi se faire chier à détailler autant un élément aussi secondaire quand aller au plus simple fonctionne également, et surtout colle parfaitement avec son style graphique. Si bien qu'au final, on en revient à la toute première phrase que j'ai évoquée au début de cette vidéo et qui va nous servir de troisième partie, pourquoi la nourriture semble si délicieuse dans les animés. Premièrement, il faut comprendre que les animateurs japonais sont réputés pour leur attention méticuleuse des détails. Cette minutie est une véritable déclaration d'engagement envers leur métier. Chaque trait, chaque nuance de couleur et chaque ombre étant soigneusement pensée et exécutée pour représenter la meilleure version possible de leur vision. C'est donc pas vraiment étonnant de découvrir que la nourriture est également concernée par tout ça. Les dessinateurs vont souvent au-delà de la simple représentation d'un plat pour capturer son essence même. Chaque grain de riz sur un sushi, chaque bulle dans une boisson gazeuse, chaque fumée s'élevant d'un bol de ramen chaud sont dessinés avec une précision incroyable. C'est un véritable hommage à la gastronomie, à la fois en tant qu'art et en tant qu'élément central de la vie quotidienne. Et ce niveau de détail est finalement devenu une sorte de norme. Il y a qu'à voir les moqueries qu'a reçu un animé comme Yoake Mae lorsqu'ils nous ont pondu une scène aussi fade que celle du découpage d'un chou pour le comprendre. Et en même temps, faut dire que
Et c'était un peu mérité. Mais aussi, comme je l'évoquais, l'idée est de rendre hommage à un élément central de la vie quotidienne, puisque n'oublions pas que les animés ou les mangas sont faits par des japonais pour un public japonais, et que donc ces œuvres s'imprègnent de la culture du pays. Au Japon, il y a ce qu'on appelle le washoku. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails, mais grossièrement c'est une forme de cuisine traditionnelle profondément enracinée dans la culture et l'histoire du pays. Dans un repas washoku typique, les aliments sont souvent présentés dans de petits bols ou sur des plateaux, chacun ayant sa propre place spécifique. Ainsi, cette présentation esthétiquement agréable est une caractéristique importante du washoku. Si bien que, plus qu'une façon de cuisiner, le washoku est une véritable philosophie culinaire. Il valorise l'harmonie avec la nature et le respect des ingrédients, ce qui se reflète dans les principes de saisonnalité, de variété et d'équilibre qui sont au cœur de la cuisine washoku. Ajoutez qu'au Japon, le fait de partager un repas est souvent un moment de connexion et de partage important, et on comprend bien que la nourriture est plus qu'ancrée dans leur culture. Et j'aurais pu également parler des offrandes de nourriture faites dans les sanctuaires comme les kamidana, démontrant encore plus l'importance de la cuisine. Alors on pourrait chercher à creuser encore plus en disant également que, comme pour beaucoup d'autres aspects des animés, la nourriture est souvent idéalisée ou exagérée pour produire un effet dramatique. Bien même que le fait de montrer des personnages en train de manger des repas normaux peut aider à les humaniser et à les rendre plus réalistes, donnant ainsi l'impression aux spectateurs qu'ils partagent un moment quotidien avec les personnages, ce qui peut les rendre plus investis dans l'histoire. Mais je trouve ça un peu exagéré, donc on va rester sur l'idée que c'est simplement dû à la culture japonaise, aussi bien culinaire que dans son travail de l'animation. Après tout, n'oublions pas à quel point les studios Ghibli aiment mettre en animation de la nourriture de manière détaillée, mais aussi à quel point ils ont influencé l'animation japonaise, créant ainsi certains codes comme celui-là. Et le plus marrant, c'est que la culture japonaise a certes influencé le travail de Miyazaki, qui par la suite a fait évoluer la japanimation, mais d'une certaine manière, la culture japonaise elle-même a fini par être influencée par les animés. Pour ça, il y a qu'à voir le Laputa œuf au plat sur toast qu'on retrouve au pays du soleil levant, et s'étant inspiré directement de cette scène iconique du château dans le ciel sorti en 1986, où déjà on remarque le soin apporté aux détails de ce plat. Bref, la boucle est bouclée et c'est plutôt cool. Alors voilà, nous sommes arrivés au bout de notre voyage à travers le monde fascinant de la nourriture dans les animés. On a exploré comment la nourriture peut transmettre des émotions, raconter des histoires et même offrir un aperçu de la culture japonaise. Qu'il s'agisse de repas préparés avec amour ou de batailles culinaires épiques, la nourriture dans les animés est bien plus qu'un simple carburant pour les personnages. C'est une forme d'expression. J'espère donc que cette vidéo vous a donné de nouvelles perspectives sur vos animés préférés et peut-être même une envie de cuisiner certains des plats que vous avez vus aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas que chaque bouchée, chaque plat, chaque repas dans un animé peut avoir une signification plus profonde. Alors, la prochaine fois que vous vous installerez pour en regarder un, prenez un moment pour apprécier la nourriture que vous y verrez. En tout cas, si ça vous a plu, pensez à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Aniki. Ciao.